Chapitre 6. Quand la CIA expérimentait drogues et tortures sur des innocents. De tous les directeurs qui se sont succédés à la tête de la CIA, Richard Helms est sans doute celui qui a porté le plus lourd fardeau. Arrivé à ce poste en 1966, il a dû gérer une agence dont la réputation s'effondrait d'année en année sous les révélations par la presse de ses crimes passés, et fut mêlé bon gré mal gré au scandale du Watergate puis à l'élimination d'Allende au Chili. Helms a tout assumé, tout sauf un dossier qu'il a préféré faire détruire en 1973. Car ce dossier était pire que tous les autres, moralement et politiquement injustifiable. On ne connaît pas à ce jour d'autre affaire que l'agence ait tenté d'effacer ainsi de ses propres archives. MK-Ultra est le nom de code d'une série d'expérimentations scientifiques financées par la CIA de 1953 à 1964 sous le règne d'Allen Dulles. Le docteur Sidney Gottlieb, qui les a supervisés, était alors le chef du service technique de la CIA, surnommé en interne la boutique des horreurs. Né à New York en 1919 et affligé d'un pied beau, ce chimiste de formation, devenu le patron des scientifiques à l'agence, habitait une ferme à l'extérieur de Washington. Sous l'apparence d'un bon père de famille avec ses 4 enfants, il y élevait des chèvres et cultivait des sapins de Noël. Chaque matin, après la traite des chèvres, il prenait sa voiture et se rendait au QG de Langley. Son activité première était de préparer les poisons et gadgets commandés par la direction des opérations. Voir le chapitre précédent. Mais il avait une mission plus délicate. On attendait de lui qu'il découvre la clé du reconditionnement mental. Au début de la guerre froide, les dirigeants de la CIA s'étaient vite persuadés que les Chinois et les Russes avaient trouvé comment briser la volonté de leurs prisonniers, soldats américains d'élite, pour les transformer en communistes dociles, prêts à dénoncer leur pays sur les ondes moscovites. Il fallait donc coûte que coûte comprendre comment ils s'y prenaient. Plusieurs voies furent explorées. Techniques d'interrogatoire musclées, drogue, hypnose, électrochocs, etc. furent appliquées à des cobayes involontaires, prisonniers de guerre, soldats et objecteurs de conscience, mais aussi patients d'un hôpital psychiatrique. La CIA finança en effet les recherches du docteur Ewen Cameron, vice-président de l'Association des psychiatres nord-américains, dans sa clinique de Montréal. Des femmes venues se faire soigner pour dépression nerveuse subirent ainsi des traitements à base de drogue et d'électrochocs pendant plusieurs années. Bien entendu, ces expérimentations n'aboutirent jamais à aucun résultat concret. Qu'elles aient pu être entreprises et poursuivies si peu de temps après les horreurs des camps nazis n'est pas facile à comprendre aujourd'hui. Elles témoignent d'une part de la fixation anticommuniste des dirigeants de l'époque. Tout procédé supposé utilisé par l'ennemi devenait une arme licite pour le combattre, mais aussi d'une foi aveugle dans les progrès de la science, réputée pouvoir prendre le contrôle de l'esprit humain. Folie passagère ? Pas si sûr, car on retrouvera certaines méthodes et illusions dans l'affaire des prisons secrètes à la fin de ce volume. Les plaintes des familles de victimes ont déclenché de nombreuses et très longues enquêtes à partir des années 1970. Celle de Gordon Thomas, la dernière publiée, est d'une grande précision, car elle a bénéficié d'un témoignage de premier plan. L'officier Bill Buckley, jeune recrue de la CIA dans les années 1950, fut affecté au service du docteur Gottlieb et envoyé à plusieurs reprises en mission d'inspection dans la clinique du docteur Cameron. S'il fut ainsi complice de ces expérimentations, Buckley ne les approuvait pas et en fut marqué pour le restant de ses jours. Il se confia longuement à Gordon Thomas à la fin des années 1970, avant de disparaître à Beyrouth, enlevé et exécuté par le Hezbollah. Voici donc, sous la plume de Gordon Thomas, une partie de son témoignage. Extrait. Les armes secrètes de la CIA.
Gordon Thomas. 5. Le 7 mars 1954, Buckley fut affecté à de nouvelles fonctions. On lui donna un bureau dans l'immeuble où le docteur Gottlieb avait annoncé la mort de Frank Olson et où se trouvait le département des opérations de la CIA. Bien que son passe de sécurité lui donnait plus de droits qu'auparavant, Buckley n'avait toujours pas accès aux étages supérieurs, point de départ et d'arrivée des espions de l'agence. La suite du docteur Gottlieb se trouvait à l'extrémité du couloir opposé à celle du bureau de Buckley. Son bureau de métal, son siège, son armoire cadenassée, son téléphone et ses étagères étaient les meubles standards approuvés par le Pentagone. Le docteur Gottlieb fit appeler Buckley. C'était la première fois qu'ils se rencontraient officiellement. Jusque-là, ils n'avaient échangé que quelques regards furtifs dans les couloirs, ou lorsque Buckley passait devant la porte ouverte du bureau du médecin. Maintenant, les scientifiques souriaient à Bill et échangeaient 2 ou 3 mots avec lui pour le mettre à l'aise, sans oublier pour autant de l'examiner attentivement. Buckley admit qu'il aimait travailler pour la CIA, mais qu'il n'était pas encore tout à fait habitué à Washington. Soudain, le docteur Gottlieb se recula dans son grand fauteuil de bureau. « Savez-vous pourquoi vous êtes là ?» lui demanda-t-il. « Non, monsieur. Parce que j'ai besoin de vous. À partir de maintenant, vous allez travailler pour moi, c'est compris ?»« Oui, monsieur. » Ce n'est que plus tard que Buckley découvrit que Sidney Gottlieb commençait toujours de cette façon avec ceux qui travaillaient pour lui. Mais ce n'était pas tout. Le docteur Gottlieb ordonna ensuite à Buckley de rester immobile et silencieux. Derrière le grand fauteuil de bureau se trouvaient quelques vitrines remplies de bocaux et de fioles contenant des insectes et des morceaux de champignons préservés dans des solutions liquides. Certains spécimens étaient ceux que Gottlieb avait rapportés de ses expéditions lorsqu'il se rendait en Amérique centrale ou latine pour y chercher des plantes mortelles. Buckley sentait que Gottlieb l'étudiait avec le même soin que celui dont il avait dû faire preuve en rangeant ses flacons sur les étagères. Après un instant, le médecin commença à hocher la tête. Buckley sentit qu'il venait de réussir une sorte de test. Lorsque Gottlieb reprit la parole, il s'exprima lentement, comme s'il savait que c'était le meilleur moyen de contrôler son bégaiement. Il expliqua à Buckley qu'il devait inspecter les planques de la division. Le Travel Office lui transmettrait la liste des adresses. Pour les étrangers, il serait un agent immobilier chargé de visiter des propriétés. En attendant, il devait se familiariser avec les projets du programme MK Ultra. Une fois de plus, il se recula dans son siège et expliqua qu'il se prononçait MK Ultra. Le sigle MK correspondait au projet en cours. Il avait lui-même choisi Ultra en référence au programme qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait permis de décrypter les codes que les Allemands utilisaient pour communiquer avec leurs sous-marins. Vous remarquerez que nous sommes engagés dans quelque chose d'encore plus important. Tentez de comprendre ce que les Chinois ont fait à nos prisonniers en Corée, ajouta Gottlieb. Buckley fut surpris. Dans les dossiers du Pentagone, il avait lu que l'affaire était classée. Plus tard, il se souvint d'avoir entendu Gottlieb expliquer « Aujourd'hui, ces pratiques ne sont plus uniquement chinoises, mais également soviétiques. Nous devons absolument découvrir comment ils s'y prennent pour trouver le moyen de les contrer. » Il se souvenait aussi avoir pensé que, s'il était entré à la CIA, c'était précisément parce qu'il voulait participer à une guerre secrète. Les dossiers seraient livrés au bureau de Buckley chaque matin par un messager. « Votre remplaçant », avait dit Gottlieb en souriant. S'il avait à s'absenter dans la journée, il devrait ranger tous ses dossiers dans son armoire, la fermer à clé et en faire de même avec la porte de son bureau. Chaque semaine, il devrait rendre des rapports sur ce qu'il avait lu. Ces évaluations de la progression des travaux seraient bienvenues. Chaque rapport devrait se trouver sur le bureau du docteur Gottlieb tous les lundis matins à 7h30 précises.
Au cours des 3 mois suivants, Buckley inspecta plus de 20 planques, des appartements situés dans les quartiers les plus huppés de plusieurs grandes villes. À New York, il y en avait un sur Madison Avenue. À San Francisco, il y en avait un autre à Nob Hill. À Washington, il y en avait 2 tout près de la Maison-Blanche. Il y en avait encore à Chicago et à Seattle, près des campus universitaires. Les appartements étaient tous bien meublés, équipés de miroirs sans teint et de micros cachés. Buckley se demandait si la CIA utilisait ces aménagements pour interroger ses informateurs. Dans chaque planque, caché derrière un meuble spécialement conçu pour cela, se trouvait un petit espace réservé au stockage du matériel d'enregistrement et des bandes vierges. Un système d'alarme sophistiqué protégeait les fenêtres et les portes. Entre ses déplacements, Buckley étudiait les dossiers sur le MK-Ultra. Beaucoup d'entre eux comportaient des blancs. Il supposa que s'il manquait certaines choses, c'était parce que, bien que son pass de sécurité ait été amélioré, il ne lui permettait pas encore d'avoir accès à tout. Il commença alors à découvrir les recherches visant à modifier la perception de la réalité chez l'humain que la division menait avec le LSD et diverses autres substances. En 1954, ces expériences s'étaient élargies à plusieurs grands centres médicaux américains. À l'université d'Oklahoma, le docteur Louis J. Jolion West testait les effets du LSD sur des sujets qu'il se gardait bien d'informer. Des travaux similaires avaient lieu au Boston Psychopathic et au département de médecine de l'université de Columbia à New York. En tout, il existait 23 campus où des scientifiques faisaient des recherches secrètes sur leurs patients et se faisaient rémunérer grâce au fonds tout aussi secret du docteur Gottlieb. L'argent provenait de la Fondation Geschickter pour la recherche médicale à Washington. Cet institut familial privé était dirigé par un très bon ami de Gottlieb, le docteur Charles Geschickter. Grâce à la fondation, des dons de $40 000 et plus, une somme considérable en 1954, étaient régulièrement versés aux chercheurs qui étudiaient la manipulation du comportement humain. En juin 1954, le docteur Gottlieb envoya Buckley effectuer sa première mission sous couverture. Il devait se faire passer pour un journaliste freelance qui préparait un article scientifique. Pour avoir l'air d'un vrai journaliste, Buckley passa un peu de temps avec Richard Helms. Cet agent des services secrets, grand et élégant, était le fameux reporter qui avait réussi à interviewer Adolf Hitler et qui était aujourd'hui un fervent partisan du docteur Gottlieb et de ses travaux. La tâche de Buckley consistait à tester la sécurité des centres de recherche pour voir ce qu'ils parviendraient à découvrir. Gottlieb expliqua que, si les Russes se rendaient compte de l'importance stratégique des travaux qui se déroulaient sur les campus américains, ils pourraient mettre en place une contre-attaque. Buckley visita tous les sites. Il y interviewa les psychiatres, les psychologues, les physiologistes et les cliniciens. Il leur dit qu'il préparait une série d'articles sur les avantages de l'utilisation des drogues. Tous lui remirent des copies de leurs articles parus dans la presse professionnelle, mais personne ne fit la moindre allusion aux travaux secrets. Gottlieb eut le plaisir de constater que la sécurité restait étanche autour de ses projets. Sidney Gottlieb travaillait maintenant sur 2 fronts différents. Le premier consistait à découvrir comment les Chinois et les Russes procédaient au lavage de cerveau. Le second, à continuer le développement d'un arsenal biologique qui permette de leur faire face. Fort Detrick avait pris beaucoup d'ampleur depuis la première fois qu'il y avait travaillé. Des ouvriers bâtissaient de nouveaux laboratoires destinés à accueillir les nombreux scientifiques et techniciens que l'on recrutait. On construisait également des logements pour leurs familles, à l'abri des clôtures barbelées sur lesquelles étaient accrochés des panneaux interdisant de prendre des photos. Des gardes armés patrouillaient autour de l'enceinte. La SOD, la division des opérations spéciales, avait ses quartiers à l'intérieur d'une longue structure de plain-pied, d'un jaune incongru,
la couleur du maïs qui arrive à maturation. C'était là que Frank Olson conduisait ses expériences secrètes. Le bâtiment 470 était une structure d'un seul bloc, plus imposante, à la façade de briques rouges. C'était ici que l'on testait les armes et leur contenu, en vue de leur utilisation par l'Air Force en Corée. Il existait un service d'appareillage, successeur de l'unité de l'OSS qui produisait du matériel spécial pour les agents secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce service fabriquait les appareils qui permettaient aux agents de la CIA d'utiliser les armes biologiques. Le service des agents, lui, employait quelques-uns des plus grands botanistes américains. Tous ces experts connaissaient très bien les moisissures, dont un champignon utilisé comme poison depuis plus de 2000 ans. L'impératrice Agrippa ne s'était d'ailleurs pas trompée pour empoisonner son mari, l'empereur Claudius, afin que Néron puisse s'asseoir sur le trône impérial. Les scientifiques du service des agents étaient en train de créer un poison similaire, tiré des moisissures rapportées des jungles d'Amérique centrale. Leurs réserves de lotions et potions étaient sans égales. De temps en temps, le docteur Gottlieb faisait venir un officier supérieur des opérations clandestines pour parler avec les scientifiques de l'usage des produits botaniques dans les assassinats. Parmi ceux qui avaient intégré Detrick, il y avait William Keppers Patrick, dont les origines se situaient sur les lointaines tourbières d'Irlande et d'Écosse. Son second prénom était celui d'un évêque méthodiste, et il avait été élevé dans un pays de chasse et de pêche, le long du fleuve Savannah. Gottlieb avait suivi l'évolution de la carrière de ce jeune microbiologiste. Bill Patrick était très indépendant, et toujours prêt à relever un défi pour en savoir plus sur ce monde invisible où les bactéries se livrent des guerres microscopiques. Le docteur Gottlieb envoya une discrète invitation au docteur Patrick pour lui proposer d'entrer à Fort Detrick. Il lui promit des fonds comme il n'en avait jamais eu et la possibilité d'accomplir un travail crucial pour la protection des États-Unis. Gottlieb jouait souvent la carte du patriotisme pour convaincre quelqu'un de venir à Detrick, se rappelait plus tard Buckley. Peu après le 25e anniversaire du docteur Patrick, sa voiture passa les barrières gardées du fort et entra dans un monde dont très peu de gens connaissaient l'existence. En quelques mois à peine, encouragé par le docteur Gottlieb et supervisé par Frank Olson, le microbiologiste créa de minuscules bombes biologiques. Ces mini-bombes étaient conçues pour pénétrer jusqu'au fond du système respiratoire humain en entrant par la bouche et le nez pour atteindre les poumons. Là, dans l'humidité spongieuse des bronches, les organismes se développaient à une vitesse hallucinante, ce qui les faisait se multiplier par millions. Pour vérifier leur efficacité, on fit des tests sur des centaines de soldats américains qui ne soupçonnaient rien. Ces expériences furent conduites à Fort Detrick dans des salles hermétiques et au terrain d'essai de Dugway, un site d'essai militaire dans le désert de l'Utah. On avait fait croire aux troupes, entièrement composées de volontaires, qu'elles participaient à un projet de recherche pour trouver un remède contre le rhume. Des prisonniers du pénitencier de l'État de l'Ohio furent également recrutés, après qu'on leur eut promis des réductions de peine. Les prélèvements de crachats confirmèrent que les mini-bombes étaient idéales pour transmettre tout un éventail de bactéries. Le docteur Patrick et Frank Olson travaillèrent ensuite sur l'utilisation de l'anthrax en tant qu'arme. Ils calculèrent que sous forme d'aérosol, un peu moins de 4 litres de bactéries pouvaient donner 8 milliards de doses, une quantité suffisante pour éradiquer toute vie humaine et animale de la planète. Pour tous ceux qui participaient aux recherches, les risques étaient considérables. 2 techniciennes qui travaillaient dans un laboratoire à haut risque tombèrent enceintes. Leurs bébés naquirent avec de si affreuses malformations que leur mort fut indubitablement un grand soulagement. Les 2 nouveau-nés furent autopsiés par les pathologistes de Detrick, puis on incinéra leurs dépouilles.
En 1953, l'année où Frank Olson fut assassiné, on comptait déjà plus de 500 décès dus au fait que certains de ses collègues avaient été contaminés par l'anthrax ou le typhus bolivien. Comme le parka, ces maladies rongent tous les organes internes et transforment le sang en une espèce de vase plus ou moins transparente. Sur la décharge qu'elles avaient toutes signée, les victimes acceptaient que leur corps soit autopsié. Les résultats ne furent jamais transmis aux familles. Gottlieb appelait ceux qui avaient perdu la vie nos héros méconnus. Le docteur Patrick contracta la fièvre de Queensland, ainsi nommée parce que c'est dans l'État australien du même nom qu'elle fut découverte en 1953. Ces symptômes de type grippal entraînent également des hallucinations. Si ces effets sont débilitants et mettent longtemps à guérir, son taux de mortalité est très bas. Gottlieb décida que la fièvre de Queensland faisait une arme idéale. Les troupes de terrain seraient réduites à l'incapacité et auraient besoin de soins considérables. Une armée contaminée ne serait absolument pas en état de combattre. Pour en tester l'efficacité, on décida d'utiliser des adventistes du 7e jour. Cette religion repose sur le commandement de l'Ancien Testament « Tu ne tueras point ». Les adventistes sont objecteurs de conscience et refusent de porter des armes. Mais ils acceptent de servir en tant que porteurs de brancards, infirmiers ou tout autre rôle non violent. Ils ont également le droit de participer aux essais médicaux, à condition que leur objectif soit de faire le bien. On leur inculque qu'ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir la loi de leur pays et le gouvernement du moment. Le docteur Gottlieb envoya un message soigneusement rédigé aux adventistes. Il demandait des volontaires pour un test de médecine militaire qui pourrait également avoir des effets bénéfiques sur la santé publique. En tout, 2200 personnes se portèrent volontaires. Le docteur Gottlieb avait trouvé ses cobayes pour le projet dont le nom de code était CD22. Si les tests de la fièvre de Queensland fonctionnaient, on pourrait de nouveau les utiliser pour tester des bactéries pathogènes plus dangereuses. Des groupes entiers d'adventistes furent amenés par avion à la base aérienne d'Andrews, aux alentours de Washington. Buckley les escorta à Fort Detrick. Gottlieb et plusieurs autres scientifiques de la division des opérations spéciales les y attendaient. Ils avaient passé les semaines précédentes à préparer des fournées de petites doses de fièvre de Queensland. On escorta les adventistes vers les bâtiments sans fenêtres qui surplombaient le camp et abritaient la sphère où Frank Olson avait débuté en sacrifiant les insectes que le docteur Gottlieb avait rapportés de Corée. Cette sphère avait maintenant un nom, la boule 8. Les adventistes prirent un ascenseur vers une station de travail. Ils reçurent chacun une longue blouse blanche de laboratoire et furent conduits dans une pièce au mur de verre où on leur demanda de mettre un masque connecté à un tuyau de caoutchouc. La porte se referma avec un léger sifflement, indiquant qu'elle était hermétiquement close. Dans la cabine de contrôle adjacente, un technicien pressa un bouton sur le tableau de commande et une quantité mesurée de fièvre de Queensland passa en silence dans les tuyaux pour arriver jusqu'au masque. Au bout d'1 minute, le test était terminé. On demanda aux volontaires de retirer leur masque, on ouvrit la porte et ils furent conduits dans une salle d'isolement dans un autre service. On fit venir le groupe suivant pour répéter le processus. Les 34 volontaires de ce groupe montrèrent tous des symptômes de la fièvre de Queensland dans les jours qui suivirent. Ils réagirent rapidement à l'oxytétracycline, un antibiotique puissant, et furent tous guéris. Les résultats des analyses de crachat révélèrent que les bactéries pathogènes s'étaient logées dans leur système respiratoire. La fièvre de Queensland se prêtait donc parfaitement à la propagation par aérosol. Il ne restait plus qu'à en augmenter la puissance, se coordonna immédiatement Gottlieb.
Il se rendit ensuite à son bureau de Washington, où il devait rencontrer le docteur Ewan Cameron. Cela faisait presque 1 an que le docteur Cameron avait assisté à la réception des Dulles. Il expliqua à Gottlieb qu'il en était arrivé à la conclusion que c'était grâce à un mélange de drogues, peut-être associé à la privation sensorielle et à l'hypnotisme, qu'on avait manipulé le psychisme des prisonniers de guerre américains pour les faire parler. Il ajouta que cette hypothèse lui donnait envie de continuer à se documenter et à chercher. Mais c'était également un homme pragmatique. Un projet de cette envergure allait nécessiter un énorme budget et un très haut niveau de sécurité. Il était indispensable qu'on lui garantisse les deux. C'est ce que fit Dulles, le directeur de la CIA. Plus tard, Cameron passa une journée avec le docteur Wolf dans les bureaux de la toute nouvelle Société de recherche en écologie humaine à New York. Elle était désormais la façade des travaux du docteur Cameron. Il allait être crucial de bien dissocier ce qui allait se faire à Montréal de la CIA. Le MK-Ultra allait opérer hors des États-Unis, à l'abri des frontières d'un voisin ami. Les répercussions politiques qui suivraient la découverte seraient immenses. Cameron continuait néanmoins à peser le pour et le contre des options. On lui proposait un budget comme il n'en avait encore jamais obtenu. S'il réussissait, il gagnerait encore en réputation. En s'y prenant bien, il devait être possible de minimiser les risques. Il prit l'avion pour rencontrer le docteur Sargent à Londres. Ensemble, ils déterminèrent comment combiner leurs travaux, sachant que Sargent reproduirait les expériences de Montréal dans son service de l'hôpital Saint-Thomas. Ils se rendirent à une ancienne base de la RAF à Maresfield, près des Sussex Downs, où l'on testait des drogues sur des volontaires de l'armée britannique. Le programme était supervisé par Sargent, et pour l'instant ces expériences donnaient peu de résultats. De retour à Montréal, Cameron autorisa les préparations nécessaires pour convertir la cave de l'Allan Memorial Institute en une réplique des centres d'interrogatoire coréens que Dulles lui avait décrits. Le MK-Ultra prit alors un nouvel essor. Ayant effectué 2 essais de bombes atomiques, l'Union soviétique était sur le point de procéder au 3e. Quoi qu'il en soit, ce serait toujours moins que les 5 essais qu'avaient faits les États-Unis dans le désert du Nevada. Lors de la dernière visite de Cameron à Washington, Dulles lui avait parlé d'une expérience de la CIA à Boston. Le docteur Louis Lasagnar avait administré du LSD à plusieurs volontaires. Les effets avaient été impressionnants. Dulles expliqua qu'après cela, ils avaient avoué toutes sortes de choses. Cette nouvelle fut déterminante dans la décision du docteur Cameron de continuer à travailler avec la CIA. Pendant ce temps, le docteur Gottlieb avait ordonné à Buckley de superviser la sécurité de la seconde expérience sur la fièvre de Queensland, pour laquelle on allait utiliser des bactéries plus puissantes. Une fois de plus, le test eut lieu au terrain d'essai de Dugway, dans l'Utah. L'armée l'utilisait pour essayer ses armes depuis 1942. En 1944, les pilotes du 509e escadron de l'US Air Force y avaient largué des obus remplis de gravats pour se préparer au largage de la bombe atomique sur Hiroshima. C'était également à Dugway que Frank Olson avait fait ses premiers essais pratiques au retour de son premier séjour en Corée. Il y avait testé plusieurs conditionnements afin de voir ceux qui diffusaient le mieux les bactéries, en utilisant à la place une poudre inoffensive. Il avait obtenu des résultats satisfaisants. Gottlieb avait alors donné l'ordre que ces obus, remplis de bactéries par les scientifiques de l'unité 8003, soient expédiés en Corée par voie maritime. Aucun document écrit ne stipule s'ils ont ou non été utilisés au combat. Au début de l'été 1954,
un avion de transport rempli d'adventistes se posa sur la piste d'atterrissage de Dugway. Buckley se souvenait plus tard qu'il avait eu l'impression d'être sur la Lune. Il n'y avait que le désert qui s'étendait à perte de vue jusqu'aux montagnes de Dugway. Le test aurait lieu après le coucher du soleil, lorsque les vents qui faisaient tournoyer les boules de désert sur le sable retomberaient. La violente lumière du soleil aurait également tué les bactéries. Au crépuscule, Buckley escorta les adventistes vers la zone d'essai, une rangée de plateformes de bois d'une longueur de 750 mètres. Tout le monde prit une douche en utilisant l'eau d'un camion-citerne et reçut des vêtements propres. Bien à l'écart de la zone d'essai, la police militaire montait la garde. Buckley vérifia lui-même une dernière fois que personne n'avait réussi à faire entrer une caméra en cachette pour filmer ce qui allait se passer. Sur chacune des plateformes sur lesquelles se tenaient les adventistes, il y avait une cage contenant plusieurs macaques rhésus enfermés dans des boîtes métalliques, d'où seules sortaient leurs têtes. Sur certaines des estrades, on avait également placé des cobayes enfermés de la même façon. Sur toutes se trouvait du matériel de laboratoire qui permettrait de recueillir des échantillons d'air avant, pendant et après le test. Les bras le long du corps et regardant calmement droit devant eux, tandis que la brise nocturne faisait frémir les taillis, les adventistes donnaient l'impression de participer à quelque rituel ancien. La pâle lueur des étoiles intensifiait l'étrangeté de la situation. Le silence fut brisé par un générateur qui se mit en route en toussant pour faire tourner le demi-cercle de diffuseurs qui se trouvait à 750 mètres de là. Les microbes commencèrent à s'échapper des bouches des diffuseurs et, invisibles à l'œil nu, commencèrent à dériver dans le vent en direction des plateformes. L'un des scientifiques enclencha son chronomètre au début du test. À l'aide d'un porte-voix, un autre s'adressa aux adventistes. « Pensez bien à respirer normalement. » La voix désincarnée répéta une fois de plus cette instruction dans l'obscurité du désert. 2 minutes après sa première pression, le savant chargé du chronomètre appuya une seconde fois. Le test était terminé. 2 camions s'approchèrent des plateformes. Les chauffeurs portaient des combinaisons de caoutchouc, des lunettes de protection et des masques. Ils ressemblaient à des extraterrestres. L'un des camions emmena les adventistes, l'autre les animaux en cage et le matériel de contrôle. On guida les adventistes jusqu'aux douches et on leur demanda de se déshabiller. Leurs vêtements furent portés à un incinérateur hermétique et brûlés pendant qu'ils se douchaient sous de l'eau couleur violette. On leur indiqua ensuite qu'ils pouvaient remettre la tenue dans laquelle ils étaient arrivés. Buckley escorta les adventistes jusqu'à la piste de décollage. À l'aller, il s'était assis avec eux et il lui avait un peu parlé de leur foi, du fait que leur religion reposait sur l'attente d'une deuxième venue du Christ. Il lui avait également expliqué que leur Église était l'une des plus riches des États-Unis et qu'elle possédait ses propres universités et écoles de médecine, dans lesquelles on apprenait aux élèves qu'il fallait servir Dieu et sa patrie en temps de guerre. Mais pour le vol de retour, il avait reçu l'ordre de voyager dans un avion séparé, avec toute l'équipe de Fort Detrick. L'un des scientifiques lui expliqua qu'il fallait que les adventistes restent aussi isolés que possible pour garantir la pureté du test. Plus tard, Buckley apprit que l'expérience avait été un franc succès. On avait ajouté une petite quantité de LSD à la bactérie de la fièvre de Queensland. Quelques jours plus tard, certains adventistes avaient montré des signes de comportement irrationnel qui les avaient par exemple amenés à détruire leur objet préféré ou à écouter le même disque toute la journée. Ces schémas comportementaux furent observés de près par les agents médicaux de Fort Detrick qui leur rendaient visite quotidiennement dans leur salle d'isolement. Leurs notes furent envoyées au docteur Gottlieb. Il en fit des copies qu'il fit suivre au docteur Cameron à Montréal.
En décembre 1954, on put voir une fois de plus comment Gottlieb sut mettre fin à la nouvelle vague d'allégations des médias asiatiques et européens qui accusaient la CIA de préparer des armes biologiques pour les utiliser en Corée. Il élabora un dossier de presse convaincant qu'il distribua aux nombreux journalistes auxquels la CIA avait recours pour faire passer les articles qui lui convenaient. Chaque dossier contenait une copie du New York Times de mars 1952, dans lequel on expliquait que les accusations de la Chine au sujet de l'armement bactériologique étaient bidons. On y trouvait également 2 rapports rédigés par des experts certifiés indépendants qui affirmaient que les accusations chinoises étaient aussi crédibles que s'ils proclamaient des soucoupes volantes viennent d'atterrir. Ces 2 spécialistes étaient en fait des connaissances personnelles de Gottlieb. Et l'article du Times avait été rédigé par un journaliste dont les papiers précédents étaient toujours favorables à la CIA. De nombreux journaux étrangers publièrent également leur version du dossier de presse. Une fois de plus, la vérité sur la guerre biologique en Corée était de retour dans sa boîte, en toute sécurité. Début juin 1955, Buckley assista à une rencontre entre le docteur Gottlieb et le docteur Cameron à Washington. Leur conversation portait sur la question de trouver suffisamment de cobayes humains pour leurs recherches à Montréal. Cameron se montra rassurant. Il avait assez de patients pour satisfaire ses exigences. De même, il ne pensait pas que son personnel soulèverait de problèmes éthiques aussi révolutionnaires que soient ses expériences. De toute façon, en cas de litige, il était sûr de remporter la bataille. Aucun médecin n'avait jamais apporté un tel prestige à l'université de McGill. Le docteur Cameron était président de la toute-puissante American Psychiatric Association et allait bientôt devenir celui de son équivalent canadien. De plus, il était sur le point de recevoir l'honneur suprême de sa profession, la première présidence de l'Association mondiale des psychiatres. Il avait déjà fondé l'Association canadienne pour la santé mentale et dirigé le Comité canadien de planification scientifique. Aucun psychiatre de la faculté de McGill n'avait publié autant de documents scientifiques que lui, et certainement pas à la même échelle. Personne n'avait donné autant de conférences que Cameron. Personne non plus ne jouissait d'une plus grande notoriété dans le monde médical, ni n'avait attiré autant d'étudiants au campus. Gottlieb lui expliqua que Buckley serait son agent de liaison personnel. À la CIA, Bill avait déjà lu le dossier du docteur Cameron. Il existait un dossier de ce type pour chacun des membres du personnel de haut niveau qui travaillait sur le MK Ultra. Indubitablement, dans le monde de Gottlieb, le savoir, c'était le pouvoir. Ewan Cameron, né le 24 décembre 1901, était le fils du révérend Duncan Cameron, ministre de la paroisse de Bridge of Allan, une petite ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Glasgow, en Écosse. Il grandit au son du clairon et des tambours qui appelaient ses aînés pour la Grande Guerre. Ceux qui en revenaient rentraient médaillés, aveugles ou estropiés. Il lut tout ce qu'il put trouver sur l'utilisation que faisaient les Allemands du gaz chlorine, précurseur de l'armement chimique, apparu dès la Première Guerre mondiale et qui coûta la vie à 5000 soldats canadiens. Des années plus tard, Cameron avait toujours dans sa bibliothèque personnelle une copie du rapport d'autopsie qui détaillait les effets du gaz chlorine sur l'un des soldats. Le corps montrait clairement une décoloration du visage, du cou et des mains. En ouvrant la cage thoracique, les poumons sont sortis d'eux-mêmes. Pendant que l'on finissait de les retirer, ils exsudaient un liquide mousseux et jaune clair, de toute évidence très albumineux, qu'il suffisait de battre légèrement pour qu'il se solidifie comme du blanc d'œuf. Les veines à la surface du cerveau étaient très encombrées et les petits vaisseaux ressortaient de façon proéminente. À la fin de la Grande Guerre, il commença ses études de médecine à l'université de Glasgow
et se passionna pour le cerveau. À peine diplômé, le docteur Cameron décida de consacrer sa carrière aux problèmes complexes du comportement humain. Après avoir fait son internat à la Western Infirmary de Glasgow, il entra à l'université de Londres pour y entamer son 3e cycle. Il obtint son diplôme de médecine psychologique et en 1926, il quitta la Grande-Bretagne pour rejoindre la faculté de l'un des hôpitaux les plus avancés d'Amérique du Nord, Johns Hopkins, à Baltimore. À la grande surprise de ses collègues, il décida de faire prendre à sa carrière un tournant qui l'éloignait de la simple médecine. Il entra à l'hôpital psychiatrique Brandon, à Manitoba. Cet asile, situé dans la prairie, était une sorte de maison de repos pour les rebuts de la société canadienne, un lieu de brutalité, de dépersonnalisation et de crasse, une institution fermée où les gardiens ne faisaient aucune distinction entre les divers types de maladies mentales. Cameron obtint carte blanche pour traiter les centaines de patients que représentaient les cas les plus aigus de l'institution. Il fonda ses réformes sur le principe que, pour toutes les maladies mentales, il fallait savoir prendre des décisions audacieuses. Il ne disposait pour cela que de quelques substances pharmaceutiques. Il faudrait attendre encore presque 20 ans avant la chimie de la libération. Mais à Brandon, il commença à imposer l'idée que la fin justifiait les moyens. Âgé d'à peine 28 ans, il avait les coudées franches pour étudier les divers mécanismes schizoïdes, les fantasmes psychotiques et le monde étrange de la paranoïa, un univers où les réalités intérieures et extérieures sont constamment dissociées. Il n'avait jamais été aussi heureux. Il lut les travaux de Frederick W. Taylor, pionnier de l'organisation scientifique du travail et grand prêtre de l'ingénierie humaine. Taylor avait publié en 1911 une étude gigantesque qui, bien que son but originel soit d'expliquer aux patrons comment obtenir plus de leurs ouvriers, pouvait, selon Cameron, être adaptée à l'amélioration de l'état de ses patients. Il commença ses premières recherches psychologiques en s'inspirant à la fois des enseignements de Taylor et des tests conduits par l'armée américaine durant la Première Guerre mondiale. On utilisait des listes de questions pour essayer de trouver des réponses. On quantifiait des diagnostics tels que dangereux, violent, non coopératif, des classifications courantes pour les patients de Brandon. C'était la première fois que Cameron se plongeait dans les sciences du comportement. Il fut immédiatement conquis. Alors qu'il s'efforçait de restructurer Brandon, il parvint à une conclusion décisive. La science comportementale donne une légitimité au fait de manipuler ses patients. Une très grande majorité de patients étaient d'origine étrangère, généralement d'Europe de l'Est. Des épaves humaines qui, d'une façon ou d'une autre, avaient échoué à Manitoba. Des Polonais, des Bulgares, des Lituaniens ou des Russes qui avaient fui la révolution bolchevique. En trouvant dans le Nouveau Monde une vie aussi dure que chez eux, ils avaient fini par craquer. Cameron était convaincu que ces tests pourraient également être utiles pour filtrer l'immigration et éviter que de tels individus viennent pourrir la société. Il était de plus en plus persuadé que la psychiatrie avait le pouvoir d'identifier et de régler tous les problèmes sociaux. La menace imminente d'une dégénération de la race, la perspective d'abattardissement national dû au laxisme eugénique, la croissance de la délinquance et de l'immoralité, une approche radicale du traitement peut changer tout cela, écrivit-il. Brandon était un bon endroit pour tester les théories qu'il voulait utiliser pour créer une nouvelle Jérusalem. Il commença à publier des articles médicaux affirmant que la maladie mentale pouvait être guérie. Les neurones sont réanimés puis ramenés à leur état normal de liberté, écrivit-il. Quand il quitta Brandon, il revint aux États-Unis à l'hôpital d'État de Worcester dans le Massachusetts,
où il fut nommé directeur des recherches. Ne tenant pas en place, tant il était avide d'expérience, en 1939, il devint professeur de psychiatrie à la faculté de médecine d'Albany, dans l'État de New York. Là, il devint un fervent adepte d'une nouvelle forme radicale de traitement. 4 ans plus tôt, le 12 novembre 1935, dans un hôpital de Lisbonne, le neurochirurgien Egas Moniz avait percé un trou de chaque côté du front de l'une de ses patientes. Il avait ensuite injecté de l'alcool pur directement dans les lobes frontaux du cerveau de cette femme qu'il espérait guérir de sa violence. Ce ne fut qu'une réussite partielle. Il répéta l'expérience sur 7 autres patients. Puis, la 8e fois, il modifia fondamentalement son intervention. Il inséra dans chaque trou un instrument de sa fabrication, une sorte de vide-pomme. Il s'en servait pour détruire toutes les fibres nerveuses qu'il pouvait. Le docteur Moniz appela tout d'abord sa nouvelle technique leucotomie préfrontale, du grec leuco, fibre nerveuse, et tomé, coupé. Après une vingtaine d'opérations, il la renomma lobotomie, puis enfin psychochirurgie. Par la suite, cette technique devint très répandue. En 2006, la leucotomie est encore pratiquée au laser en Grande-Bretagne et dans quelques autres pays. Cameron commença donc à envoyer ses patients en chirurgie. Il avait l'habitude de rester au bloc opératoire pour regarder le neurochirurgien sectionner les lobes frontaux dans la région ventromédiale, celle qui régule les émotions. La destruction de cette zone générait des changements spectaculaires. La violence laissait place à la stupeur. Avec leurs cicatrices sur le front, leur regard vide et leur démarche de monstre, les patients ressemblaient souvent à la créature de Frankenstein. Mais ils étaient plus contrôlables et s'intégraient mieux au fonctionnement du milieu hospitalier. Au bout du compte, c'était là ce qui importait, et non leur perte d'imagination, la diminution de leur réaction sexuelle, leur logique décalée ou leur incapacité à avoir un jugement personnel. Le docteur Cameron estima alors que des malades mentaux n'avaient nul besoin de ces fonctions. Un principe de plus pour sa nouvelle Jérusalem. Peu de temps avant que les Japonais n'attaquent Pearl Harbor, Cameron devint membre du comité de mobilisation militaire de l'Association des psychiatres américains. Sa nomination coïncida avec de nouveaux événements qui préoccupaient grandement l'administration Roosevelt. De plus en plus d'objecteurs de conscience étaient prêts à endurer la brutalité des hôpitaux psychiatriques américains plutôt que d'être enrôlés. Le nombre grandissant de recrues réformées pour raisons neuropsychiatriques était une autre cause d'inquiétude. En tout, aux États-Unis, sur 15 millions d'appelés, 2 millions étaient exemptés pour de tels motifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aucune autre nation n'enregistra d'aussi mauvais chiffres. À Albany, le docteur Cameron entama une série d'études génétiques, biochimiques, interculturelles et neurologiques, ayant pour objectif d'identifier les processus électrochimiques cérébraux susceptibles d'avoir généré ce qu'il considérait comme un manque de fibre morale chez les objecteurs de conscience. La Seconde Guerre mondiale annonça une nouvelle ère pour le milieu médical. Aucune maladie ne semblait trop grave ou trop bénigne pour justifier des études ou des disputes dans la presse spécialisée. Et ce fut dans le domaine de la psychiatrie que l'on instaura le plus de nouvelles bases. On n'arrêtait pas de définir, spécifier et répertorier les maladies mentales. Le docteur Cameron, lui, ne s'intéressait pas beaucoup à ces débats. Au cours des premières années de guerre, la fabrication d'appareils à électrochocs, de camisoles de force, de drogues et de produits chimiques augmenta considérablement. La différence entre les traitements volontaires et forcés devint floue, souvent jusqu'à s'estomper.
Presque chaque mois, de nouveaux syndromes, symptômes et maladies mentales entraient dans le dictionnaire médical. On n'avait pas vraiment le temps de contrôler les méthodes de traitement. Comme tout le reste, la psychiatrie n'échappait pas aux cris généralisés « Nous avons une guerre à faire ». Lorsque c'était possible, les malades mentaux devaient retourner dans les magasins et les usines quand on ne les envoyait pas au front. Pour Ewen Cameron, le début des années 1940 ne fut pas uniquement une époque de décisions audacieuses par rapport à ses patients, mais également pour son propre avenir. Albany ne lui suffisait plus. En revanche, à Montréal, il sentait, à juste titre, qu'il existait une opportunité qui ne se représenterait probablement jamais. L'université McGill commençait déjà à jouir d'une certaine notoriété, sous la houlette du célèbre neurologue Wilder Penfield. En 1943, sur les recommandations du professeur, on offrit le poste à Cameron, qui l'accepta immédiatement. Son protecteur lui donna une garantie et 2 conseils. Il aurait carte blanche. En retour, il devrait essayer d'apprendre le français et devenir citoyen canadien. Si la promesse d'indépendance fut respectée, le docteur Cameron ignora joyeusement les recommandations. Son dossier à la CIA stipulait que beaucoup de ses collègues francophones le qualifiaient de « rhodésien de Wellmount », une référence péjorative à la communauté anglophone qui vivait dans son enclave de Montréal, où l'on buvait jusqu'au petit matin et où l'on portait des cravates d'école anglaise en chantant The Eton Boating Song. Écossais de naissance, Cameron n'aimait pas cela non plus. Mais il avouait tout de même parfois à Dorothy Traynor, sa secrétaire, qu'il ne trouvait pas grand-chose d'intéressant, à l'exception de son travail, dans cette demeure bourgeoise de style Renaissance italienne qui était devenue sa citadelle, l'Allan Memorial Institute, annexe de l'université McGill. À la page du 12 janvier 1955 du journal qu'il avait commencé à tenir, Buckley avait écrit « Rencontrer E.C. Cameron a fait semblant d'avoir oublié m'avoir rencontré chez C.D. Clover Dulles. Froid. Le docteur J. Gottlieb m'a fait clairement comprendre que mon travail consistait à m'assurer qu'il soit toujours possible de nier les activités de Montréal. » Par un matin glacial de janvier 1955, le docteur Cameron, au volant de sa Cadillac noire, conduisait sur l'autoroute 87 en direction du nord, s'éloignant du lac Placide pour passer dans l'État de New York. Malgré les conditions de route peu sûres, il roulait vite, une main gantée sur le volant, l'autre tenant un micro. Ce dernier était branché sur un magnétophone portable posé sur le siège passager. Ces paroles seraient transcrites avant la tombée de la nuit par une de ses secrétaires. Elle taperait ses commentaires sur les notes détaillées qu'il avait revues pendant le week-end chez lui à Albany, tandis que sa femme, Jean, et leurs enfants, 3 garçons et une fille, jouaient aux échecs. Une autre secrétaire s'occupait de l'administration et une 3e de ses publications, livres, articles pour la presse professionnelle, conférences et communiqués de presse. Il était conscient de l'importance de la publicité, mais savait également quand il fallait l'éviter. Il n'y en aurait pas sur ce qu'il était en train de dicter en conduisant. Ces paroles seraient transcrites par la secrétaire chargée de ses travaux les plus confidentiels, l'inépuisable Dorothy Traynor. Nous demandons des subventions pour financer des études sur les effets de la répétition des signaux verbaux sur le comportement humain. Notre intérêt actuel est orienté vers la production de changements du comportement et de modifications du fonctionnement physiologique. Nous insistons principalement sur le second point, parce qu'il est plus facile à mesurer. Ainsi formula-t-il sa requête de financement à la Société de recherche en écologie humaine. De sa longue expérience des demandes de subventions, il avait appris comment attirer immédiatement l'attention. Au cours des 13 années précédentes, il avait réuni plus de fonds que n'importe quel autre médecin canadien,
à commencer par les 40 000 $ en 1943 de la Fondation Rockefeller pour créer l'Allan Memorial Institute. Il avait ensuite trouvé de nouvelles sommes substantielles pour l'agrandir. Aucun donateur n'était trop petit ou trop grand pour lui. Les agences gouvernementales, les fondations philanthropiques, les hommes d'affaires fortunés, jusqu'au bénéfice des vides-greniers, tombolas et collectes scolaires. Mais la Société d'écologie humaine avait les moyens de financer ses rêves secrets et de le payer pour trouver les réponses aux questions que se posait la psychiatrie depuis le jour où elle était devenue une discipline à part entière. Ce défi était la stimulation de toute sa carrière. Cependant, la célébrité dont il rêvait tant, une notoriété telle que celle de Freud, Jung et les autres pionniers de l'analyse, n'arrivait toujours pas. William Sargent était beaucoup plus connu que lui. Et si Cameron en souffrait, cela lui donnait également une motivation supplémentaire. Le docteur Cameron enregistra une séance de thérapie avec une femme maniaco-dépressive âgée de 40 ans. Il monta ensuite la bande de manière à ne conserver que les passages clés. Il les assembla en boucles répétitives. Il s'assit face à cette femme et fit passer l'enregistrement qui ressassait inlassablement ses souvenirs d'enfance, à l'époque où sa mère la menaçait de l'abandonner. Le psychiatre était convaincu que cette menace était à l'origine de la dépression de sa patiente. Cette femme n'avait jamais réussi à accepter ce rejet maternel. Après avoir fait passer la bande 7 fois, la femme lui demanda « Il faut vraiment que j'écoute ça ?» Il continua à faire tourner l'enregistrement. Au bout de la 11e fois, la femme hurla « Je déteste écouter ça !» Il persista. Après 4 répétitions supplémentaires, la femme éclata en sanglots et dit « C'est la vérité ». À la 19e fois, elle commença à trembler et cria qu'elle haïssait le son de sa propre voix. À la 30e fois, elle se mit à respirer rapidement et à trembler de manière incontrôlable en gémissant qu'elle haïssait sa mère. À la 35e répétition, elle psalmodiait « Je hais, je hais ». 3 répétitions plus tard, elle supplia qu'on arrête la bande. Inexorablement, le son de sa voix continuait de résonner dans la pièce. Elle commença à geindre et implorer. À la 45e répétition, il arrêta la bande. Le docteur Cameron remarqua à quel point cette méthode avait pénétré le système de défense de sa patiente. Était-ce là ce que les communistes avaient fait? Était-ce ainsi qu'ils détruisaient des convictions déjà établies pour les remplacer par d'autres? Il appela sa découverte la conduite psychique. Elle allait devenir le point central de ses travaux pour le docteur Gottlieb. À Washington, le docteur Gottlieb rencontra des problèmes inattendus, résumés dans une note de service qu'il fit circuler parmi son personnel le 4 mars 1955. Comme vous le savez, avec les appareils d'écoute que l'on cache dans un mur ou sous un tapis, le problème c'est qu'ils sont comme des appareils photo qui ne prennent que des clichés de ce qu'ils voient et non ce que votre propre vue aurait su interpréter grâce au cerveau. Les êtres humains ont dans chaque oreille une cochlée qui filtre les bruits. C'est elle qui nous permet par exemple d'avoir une conversation dans un cocktail. Mais si vous enregistrez un cocktail, vous entendez tous les bruits de fond et vous ne pouvez pas distinguer les conversations. Nous travaillons sur un appareil qui élimine ces parasites. Nous avons utilisé une véritable cochlée, une cochlée de chat. Nous avons fait divers branchements sur un chat pour qu'il filtre tous les sons indésirables, et nous avons ensuite entraîné l'animal à n'écouter que les conversations et non le bruit d'ambiance. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Nous avons ouvert le chat, placé des batteries à l'intérieur, et nous l'avons rebranché. Sa queue faisait antenne. Puis nous l'avons testé de nombreuses fois. Nous nous sommes alors aperçus qu'il cessait de travailler dès qu'il avait faim,
et nous avons résolu cela en ajoutant un autre branchement qui l'empêchait de ressentir la faim. Ensuite, nous l'avons emmené au parc et nous lui avons dit « Va écouter ces deux types. N'écoute rien d'autre, ni oiseau, ni chat, ni chien, juste ces deux types. » Le chat a traversé la rue, un taxi est arrivé et il l'a écrasé. Nous étions là, assis dans notre camionnette, prêts à enregistrer le chat qui relayerait la conversation des deux types, et le chat, il était mort. Le docteur Richard Wendt, directeur du département de psychologie de l'université de Rochester, causa lui aussi quelques problèmes. Il avait reçu 30 000 $ pour faire une expérience. Après quelques mois, il annonça qu'il avait créé une poudre capable de faire parler n'importe qui. Il insista sur le fait qu'elle était si puissante qu'il fallait la tester sur des sujets jetables. Dulles décida donc d'envoyer Wendt en Europe et que Buckley l'y accompagnerait. Ce dernier transportait un exemplaire du manuel d'assassinat du docteur Gottlieb dans son attaché-case, car telle était la procédure obligatoire pour tout agent qui partait en mission à l'étranger. Cependant, Bill n'avait pas l'intention de s'en servir. Gottlieb avait clairement défini son rôle. Il devait simplement rédiger un rapport sur l'expérience du docteur Wendt. En arrivant à l'aéroport, Buckley eut la surprise de trouver Wendt en compagnie d'une ravissante jeune femme. Il la présenta comme son assistante. Buckley lui fit remarquer qu'elle n'était pas autorisée à partir avec eux, mais Wendt fut inflexible. Soit elle venait, soit il n'y allait pas. Buckley appela Gottlieb. Wendt argua que son assistante l'avait aidé à mettre la poudre au point et qu'il avait absolument besoin d'elle, et Gottlieb finit par accepter. 2 agents de la CIA les attendaient sur une base de l'US Air Force près de Francfort. Ils les conduisirent à une planque située dans un petit village proche de la Forêt Noire. Elle était aménagée exactement comme toutes celles que Buckley avait inspectées, avec des micros cachés et des miroirs sans teint qui permettaient à Buckley et aux autres agents de regarder le docteur Wendt travailler. Son premier sujet fut un homme. Pendant 3 jours, on mélangea de plus en plus de poudre à sa nourriture et à ses boissons. Il n'y eut aucun résultat, et Wendt déclara que le sujet ne convenait pas. Les 2 agents emmenèrent l'homme. Ce n'est que plus tard que Buckley découvrit qu'il avait été tué et enterré. 4 autres sujets furent ainsi amenés à la planque. Les 3 premiers furent eux aussi rejetés après quelques heures de traitement et également exécutés. Le 4e était un agent soviétique du KGB. En plus de la poudre, on lui injecta une grande quantité de drogue, une étonnante combinaison de piqûres. 50 mg de dexédrine, suivi de 25 mg de séconal et de doses équivalentes de marijuana. Il partit en transe, comme s'il rêvait. Il passait des heures et des heures à ricaner. Wendt se tourna vers l'agent et essaya une plaisanterie. « J'ai l'impression qu'il va falloir retourner au tableau noir. » Le Russe fut lui aussi exécuté. Entre ces expériences, Wendt s'asseyait pendant des heures devant le piano de la planque et jouait toujours la même berceuse à son assistante. Ces séances prirent fin lorsque la femme de Wendt arriva à Francfort sans prévenir. Il avait laissé l'adresse en cas d'urgence familiale. Madame Wendt n'apprécia pas du tout de trouver là l'accompagnatrice de son mari. Peut-être en réaction à ce qui avait été un moment de stress, Wendt sortit en courant de la planque pour se réfugier dans une église des environs. Il fut maîtrisé par Buckley alors qu'il s'apprêtait à sauter du clocher. Après avoir été calmé avec du séconal, Wendt fut rapatrié aux États-Unis avec les 2 femmes de sa vie. Il mourut quelques années plus tard, toujours convaincu qu'il avait été indignement traité.
Buckley rentra à Washington le jour où la CIA commençait la surveillance de l'Union soviétique avec ses avions espions U-2. Le pilote cherchait des preuves photographiques que, dans l'immensité de la Sibérie, les Russes avaient construit une base d'armement biologique près de la ville de Novosibirsk. Cela prendrait encore des années avant que la CIA n'apprenne qu'on l'appelait le Centre de recherche en virologie et biotechnologie, et que les recherches qu'on y effectuait portaient un nom de code aussi insignifiant pour les non-initiés que l'était MK-Ultra, Biopréparate. Son directeur des recherches adjoint était le docteur Kanadjan Alibekov. Plus tard, en 1992, lorsqu'il passa aux États-Unis, son nom fut abrégé en Ken Alibek. En Sibérie, 32 000 scientifiques et techniciens travaillaient pour lui à l'élaboration d'armes utilisant l'anthrax et diverses autres substances mortelles. Tout ce que savait Buckley, c'était que son rapport sur ce qui s'était passé à Francfort n'avait pas vraiment passionné Gottlieb. Un lundi matin, un messager apporta un nouveau tas de dossiers au bureau de Buckley. Il s'agissait de copies de rapports du docteur Cameron qu'il devait lire avant de se rendre à Montréal pour la première fois. 6. En lisant les dossiers, Buckley constata que le docteur Cameron était beaucoup plus radical que les autres psychiatres qu'il avait rencontrés jusqu'alors. L'utilisation massive de drogue était à la base de son traitement à l'Institut. Les notes des patients montraient qu'il s'intéressait plus aux effets secondaires d'une drogue qu'à son objectif thérapeutique original. En parlant d'un médicament conçu pour faciliter l'anesthésie durant la chirurgie, il avait écrit « Administré en grande quantité, il devient une sorte de lobotomie pharmaceutique. Ensuite, le patient est beaucoup plus facile à gérer. » D'après ces mêmes notes, il apparaissait clairement que les patients n'étaient jamais informés des troubles que certains produits pouvaient entraîner. Dans l'un des dossiers concernant une patiente nommée Madeleine Lacroix, se trouvait une note récapitulant une brève conversation entre elle et son psychiatre. Elle m'a demandé pourquoi les infirmières la regardaient comme si elle était bizarre. À mon tour, je lui ai demandé ce qui lui faisait penser qu'elle était bizarre. Elle a répondu qu'elle ne savait pas. Plus tard, Madeleine déclara qu'elle se sentait comme doit se sentir un zombie, avait noté le docteur Cameron. Le dossier indiquait qu'elle avait pris 3 fois par jour un cocktail de somnifères composé de 100 mg de thorazine, 100 mg de Nambutal, 100 mg de Seconal et 150 mg de Véronal. Indépendamment, chacune de ces drogues était susceptible de provoquer des perturbations psychologiques. Buckley pensait que, compte tenu de la quantité qu'on lui donnait, il n'y avait rien de surprenant à ce qu'elle se sente comme un zombie. Il rédigea une demande écrite pour rendre visite à Madeleine si elle était toujours internée à l'Institut. D'après ce qu'il avait lu, il était évident que Cameron adorait utiliser ce que les compagnies pharmaceutiques appelaient, dans leur publicité, les nouvelles drogues héroïques. L'une était la chlorpromazine, vendue sous le nom de Largactil. Elle avait tout d'abord été conçue pour soigner le mal de mer des troupes alliées quand elles se préparaient à envahir l'Europe nazie. Elle ne résolut pas ce problème, mais les anesthésistes militaires constatèrent qu'elle déclenchait l'hypothermie et ralentissait les battements du cœur, ce qui s'avéra très utile dans les hôpitaux de campagne. Le docteur Cameron, lui, la prescrivait comme sédatif puissant à ses patients schizophrènes. Il avait constaté qu'elle mettait fin aux crises d'hallucination. Pour lui, c'était une preuve de plus que les maladies mentales avaient des causes chimiques et n'étaient pas uniquement psychologiques. Par conséquent, les drogues sont la réponse, et non l'oreille plus ou moins compatissante du psychanalyste, écrivit-il dans l'un de ses articles médicaux de plus en plus nombreux. Sa décision de prescrire de grandes quantités de médicaments sous diverses combinaisons
perdit toute limite. Il essayait énormément de mélanges que les fabricants n'avaient pas testés. On donnait par exemple de la désoxine avec du largactyle et le sodium amital était mélangé à du prolixine. Les patients développèrent ce que les infirmières de l'Institut appelaient la perturbation thorazine, qui fut qualifiée dans un dossier de problème uniquement temporaire auquel il fallait s'attendre. Une patiente qui souffrait de dépression postnatale, après avoir eu des jumeaux, fut choisie pour recevoir 5 médicaments différents 3 fois par jour. Dans le dossier d'un autre patient, Cameron fit l'observation suivante. Cet homme montre de bons signes de progrès quand on augmente la dose de méprobamate, en plus du reste de son traitement. Le dossier d'une autre patiente stipulait que de plus fortes doses d'équanil donnent de bons résultats sur son insomnie. Partout, on retrouvait des références aux effets bénéfiques de l'association des drogues et de la TEC, c'est-à-dire la thérapie par électrochoc. Des électrodes étaient placées sur les tempes du patient et l'on envoyait le courant pendant une demi-seconde ou une seconde entière, à une puissance variant entre 70 et 150 volts, la puissance nécessaire pour faire fonctionner une ampoule de 100 watts. Ce processus déclenchait systématiquement une crise d'épilepsie. Le traitement standard consistait en 2 ou 3 chocs à intervalles réguliers. Cameron utilisait un voltage plus fort et prescrivait plus de séances sur des périodes plus courtes. Parmi ses patients se trouvait un homme de 60 ans dont le diagnostic principal était l'alcoolisme, et un jeune homme de 25 ans qui avait des problèmes conjugaux. On donna également un traitement de choc à un ancien athlète célèbre qui, à 50 ans, était angoissé à l'idée de vieillir. Une femme diagnostiquée comme arriérée, devenue difficile à gérer chez elle, reçut également un long traitement d'électrochoc.